Si tu ne veux rien manquer de ma couverture intégrale du Masters de Paris-Bercy, abonne-toi juste ici, mon très cher Goat. C'est hyper simple, tu prends ton doigt et tu cliques sur le bouton s'abonner. On va parler aujourd'hui d'Arthur Fils. Je te propose de partir à la découverte de la petite pépite française, Djokovic qui décapsule Crécy et le somme intersidéral de Norris. C'est le programme vivifiant de votre nouveau digest de Paris-Bercy. On attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec des nouvelles de Carlos Alcaraz. Mais si vous savez, le Wonder Kid, la somme des trois monstres, le Big Three en mieux, en évolué, c'est incroyable. 19 ans, numéro 1 mondial depuis l'US Open et qui a reçu son trophée des mains d'Andrea Gaudenzi, le sublime Andrea Gaudenzi qui œuvre pour les petites divisions, les challengers et les futurs. Mais on va parler surtout d'un sujet qui fâche ces dernières heures, c'est l'influence que peut avoir le public de Bercy par rapport aux résultats de certains joueurs. On se souvient du match entre Hugo Gaston et Carlos Alcaraz l'année dernière, et c'est justement l'objet d'une question. On lui demande, parlez-nous du match particulier perdu 6-4, 7-5 contre Hugo Gaston ici même l'an passé, en 8e de finale. Il le dit, c'est sûr que c'était un match compliqué, probablement l'un des plus difficiles que j'ai joué sur le circuit, mais je crois que ce match m'a beaucoup aidé en termes d'expérience, de gestion de la pression. Cette pression, il s'en était pas tout à fait débarrassé. On avait vu contre Zverev à Roland-Garros où il s'était fait un peu marcher dessus dans les deux premiers sets, il avait eu du mal à renverser la vapeur, il avait finalement perdu, et surtout cette rencontre après face à Tommy Paul à Montréal où il avait clairement exprimé le fait que il avait eu trop de pression, il avait eu du mal à gérer ce type d'émotion. Donc c'est un process, c'est pas en un seul match tout d'un coup que vous allez vous révéler à ce niveau-là, mais c'est clairement un match qui a beaucoup compté pour lui. Il continue en bleu ciel. Cette année, j'ai joué tant de gros matchs, connu tant de grands moments, à me battre pour de bonnes choses. Pour tout ça, le match de l'an dernier ici m'a servi pour savoir comment réagir quand tout le monde supporte ton adversaire. Je devais tirer des leçons de ce match et c'est ce que j'ai fait. Justement, ce thème est revenu sur la table hier soir entre Gilles Simon et Andy Murray, le public qui était hostile, très houleux. Il y a même eu des débordements qui étaient limite fair play quand il se fait insulter entre la première et la deuxième. Voilà, il a été pris à partie aussi par certaines personnes qui étaient juste là pour foutre le bordel. Voilà, ça peut arriver, mais c'est la sécurité de faire son travail. Et je tweetais justement ce matin, il va falloir qu'on arrête d'être gêné parce que notre public est houleux ou partisan. Un champion doit pouvoir se sublimer dans des conditions hostiles. C'était la grande leçon de la Coupe Davis quand elle existait encore. Alors on parle de Bercy, ça arrive à Roland-Garros aussi, mais regardez l'Australian Open. C'est un délire absolu quand vous avez un Australien qui joue. Dans les Balkans, j'en parle même pas. En Amérique du Sud, en Argentine, au Brésil, c'est chaud patate. Même à Wimbledon, ça commence à se dévergonder. Moi, je suis un peu partagé par rapport à ça. Je pense que chacun a un seuil de tolérance qui est différent. Vous me dites dans les commentaires si vous trouvez que c'est particulièrement agaçant et pas fair play. Moi, je pense que ce qu'on a vécu aussi pendant le Covid en 2020, cette US Open de l'enfer, sans public, sans ambiance, moi ça m'a fait un peu reconsidérer ma position et je trouve désormais que ça fait du bien. Qui dit côté réseau dit Dramouna des familles et on en a eu un petit là, oh là là, une petite pincée de sel de la part de Cameron Norrie qui a dit la qualification de Novak Djokovic aux ATP Finals est injuste. Cameron Norrie qui s'est fait remarquer cette saison par quelques déclarations très salées, on va le lire en détail, envers Novak Djokovic, s'est évidemment qualifié grâce à Wimbledon, donc cela semble un peu étrange. Je ne sais pas si c'était la règle avant ou après, on va y répondre, mais ça semble injuste. J'aurais aimé que ma demi-finale me serve à me qualifier également, et je suppose que Nick Kyrgios pense la même chose. Il a répondu, l'affreux Nick, il a perdu la finale et il ne reçoit rien. Alors on lui a expliqué, et ça c'est Paul McNamee, l'ancien directeur de l'Open Australie, qui a répondu à Cameron Norrie et qui a dit, désolé Cam, mais cette règle elle est en place depuis la fusion des ATP Finals et de la Grand Slam Cup. C'est une compétition qui a eu lieu entre 1990 et 1999, donc non, c'est pas une règle qui a été inventée pour favoriser Novak Djokovic. On a eu la réaction de Nick Kyrgios, bien entendu, sur Instagram, on pouvait s'y attendre. Il a écrit, j'aurais dû être en simple aussi qualifié pour le Masters, aucun point à Wimbledon. Alors, j'ai vérifié de mon côté, vous me dites dans les commentaires si je me trompe, mais Nick Kyrgios ne serait pas dans les 10 premiers à la race, même si ces 1200 points de la finale de Wimbledon avaient compté. Donc, tu racontes des cracks, Nick. Enchaînons dans ce côté réseau avec une petite info croustillante. Alors je vais pas vous montrer tout l'article car c'est un article premium sur l'équipe. Il faut soutenir notre presse et acheter l'équipe bien entendu. On va parler d'une interview accordée par Coco Gauff à l'excellent Quentin Moinet qu'on embrasse chaleureusement, bien sûr, on l'adore sur cette chaîne. Il lui a posé une question, tu peux changer le monde avec ta raquette, est-ce que quelque chose que te disait... C'est une phrase que vous disait votre père, j'ai du mal aujourd'hui, mais ça peut arriver. Donc Coco Gauff qui dit, il m'a répété souvent quand j'étais petite, j'ai grandi et je suis devenu qui je suis avec elle, avec cette phrase. Au début, je ne comprenais pas vraiment qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu racontes, transformer la raquette...
Transformer le monde avec une raquette. Vous êtes là, je vous ai complètement perdu, hein, vous avez pas du tout suivi. Aujourd'hui, j'ai compris ce qu'il voulait dire. J'espère que quand j'aurai terminé ma carrière, je pourrai dire que j'ai participé à changer certaines choses dans le monde. En violet, super intéressant. J'aimerais donner confiance aux jeunes filles qui me ressemblent, qu'elles sachent qu'elles peuvent accomplir tout ce qu'elles souhaitent, quel que soit leur âge, encourager la jeunesse à se lever et à s'exprimer sur certains problèmes de société, persévérer et ne laisser personne vous intimider. Alors ça fait écho à ce qu'on disait sur Roger Federer, ma 3e vidéo de la trilogie sur sa retraite, où je regrettais que parfois Roger n'ait pas utilisé sa position dominante sur le circuit ATP pour, voilà, comme une espèce de tribune, hein, pour réagir à certaines choses, donner son opinion. Voilà, il a décidé de le faire d'une manière différente, souvent en signant un énorme chèque pour certaines associations, pour certaines causes. En tout cas, voilà, on a une Coco Gauff engagée déjà, très mature à 18 ans. Est-ce que vous pensez, de votre côté, que les sportifs devrait se politiser ou rester en dehors de ça? On enchaîne avec le coin tactique et on va se faire plaisir, on va parler d'Arthur Fils, un jeune français de 18 ans qui est en train de percer, qui a disputé son premier match en carrière sur le circuit principal, qui a bien carburé en Challenger et en Futur la saison dernière, et là on a vu un joueur 1m85 et on va essayer de le décrire en termes de qualité tennistique et se projeter également sur son potentiel. C'est pas forcément un exercice qui est simple, hein, mais on va essayer de le faire. Alors d'abord, ce qui est très visible au niveau de ce joueur, c'est que physiquement, il est déjà bien formé, on a des jambes qui sont bien structurées, on a un transfert qui est très efficace, et il a cette qualité en coup droit, c'est que on a une belle enveloppe, on a une marge de sécurité par rapport au câble, et dans la partie, il a alterné entre tension et relâchement. Dans l'ensemble, il a arrosé pas mal, on est à 20 coups gagnants, 55 fautes directs, et surtout, je trouve un petit manque de créativité, un peu attentiste, hein. À certains moments, ça lui a coûté cher, de la nervosité aussi, on va en parler d'ici quelques instants. Là, par exemple, on a un retour de service, ça va être trop tendre, hein. Ça va être au milieu du court, et tu peux pas te permettre à très haut niveau de faire ça, parce que si ton adversaire prend l'initiative, et surtout un joueur relâché, extrêmement punchy comme Fabio Fognini, bah, tu lui donnes les clés pour te battre, en fait, hein. Et dans ce match, je pense qu'on a vu l'une des faiblesses les plus criantes de Arthur Fils actuellement, à 18 ans, mais c'est tout à fait normal, hein. Ce sont les fluctuations mentales, le stress. Alors, dos au mur, il a su bien jouer de temps en temps, mais d'une manière globale, là, on est mi-court, il faut exécuter un joli coup droit, il va envoyer une sacoche nucléaire sur le juge de ligne. Donc ça, c'est pas possible. Il faut mettre la balle dans le court, réussir à bien contrôler ses émotions. Alors, on peut pas lui demander non plus la lune, hein, c'était son premier match sur le circuit principal. Et la marge de progression, elle est évidemment énorme à son âge. Alors, on a appris que à Brest, il y a eu une sacrée discussion, c'était la semaine dernière, avec lui et son clan, de se restructurer, de se concentrer, et là ça a payé ses fruits tout de suite, hein. Il avait battu Fabio Fognini en qualification juste avant le début du tournoi, et il y a aussi quelque chose qui m'a un petit peu alerté dans cette rencontre, c'est la conversion de ses positions préférentielles. Ça c'est impératif en tennis, quand vous êtes dans une position favorable, il faut réussir à conclure le point, et là on a vu un petit manque de créativité, de justesse, de toucher. Fabio Fognini qui va réussir à atteindre la balle parce que l'amorti elle est mal touchée. Un autre secteur capital dans ce sport, c'est la concentration. Rester bien focus, bien concentré du début à la fin, ne pas avoir de trou d'air. Contre les meilleurs joueurs, ça vous le payez tout de suite, hein. Et là, dans le 3e set, il a pris l'eau, hein. Il n'a pas réussi à rester totalement focus. Par contre, sur ce jeu, donc il était à 0,30, il pouvait perdre le match d'ici quelques instants. Il a haussé le ton, il a mis le pied sur l'accélérateur, il a commencé à faire des frappes beaucoup plus rasantes, agressives. J'ai adoré sa réaction à ce moment-là, une super attitude, hein. Ici notamment, il va envoyer un coup droit, un missile, et il a exulté, hein. Il s'est exprimé avec le public. Pour l'avoir observé du coup entre Paris-Bercy et les mois précédents également, et ses progrès, comment il a réussi à se structurer, à améliorer son tennis, à trouver un cadre, je trouve qu'on a un super potentiel. Par contre, il va falloir s'améliorer en termes de compacité mentale, de régularité, plus de punch également dans certaines de ses frappes. Il n'a pas forcément un énorme coup fort, alors il a servi très bien sur les moments difficiles, les moments chauds. Il est capable aussi de trouver des accélérations de temps en temps, mais il faut réussir à le faire. En fait, le tennis c'est simple, hein, c'est un jeu de conquête de territoire, et ça justement c'est le thème principal de notre analyse suivante. On va aller très vite sur Novak, excellent match de sa part, j'ai trouvé, très concentré, petite fluctuation dans la moitié du 2e set, c'était pas forcément très simple de rester accroché parce qu'il n'avait pas réussi à breaker encore Crécy à ce stade, et un match-up que Novak adore, c'est jouer les serveurs volleyeurs, jouer les attaquants. Là vous voyez par exemple, on a déjà Novak qui a le point de contact d'ici une fraction de seconde, et regardez la position de Crécy, il a juste un pied et demi à l'intérieur du court, donc forcément Novak qui va couper la trajectoire dans cette position, la balle elle va repartir immédiatement dans le sens opposé. 10 doubles fautes au total pour Maxime Crécy qui a utilisé une stratégie
pit samprassienne, c'est-à-dire il n'y a pas de deuxième balle, il n'y a que des premières balles, je sers que des premières, donc c'était une stratégie kamikaze. C'est un peu ce qu'avait fait Daniil Medvedev en finale de l'US Open contre Novak. Ça peut fonctionner de temps en temps, mais sur l'intégralité d'une rencontre, c'est compliqué à exécuter. Et de son côté, un Novak masterclass au retour de service, quand vous jouez un serveur volleyeur, c'est des retours très compacts qui vont pour lécher le câble et redescendre juste après, forcer Maxime Cressy à jouer une volée basse dans les sockets, et tout de suite, votre premier coup de raquette, vous avancez, vous vous mettez ici dans cette position, un tout petit peu à l'intérieur du court. Alors si le volleyeur fait une magnifique volée longue, chapeau à toi, mais dans l'ensemble, ce qu'il va faire le volleyeur, c'est faire une volée dans cette zone à peu près, donc il faut réavancer, et sur un deuxième temps, l'exécuter. Un mini coup de gueule rapide pour terminer ce coin tactique, une marque, un overrule de la part de Fergus Murphy, l'arbitre, sur ce service qui soi-disant était faux. J'ai rarement vu un call aussi désastreux. Alors maintenant, il y a un arbitrage automatisé partout. À Bercy, on a encore des juges de ligne, donc l'erreur est humaine. Mais là, c'est pas possible en fait. Donc ça nous fait dire que les arbitres, ils sont tellement habitués maintenant à juste lire le score et à rien faire d'autre. Enfin, je trouve que le niveau s'est passablement dégradé. Je sais pas si c'est la bonne orientation de partir sur le tout automatique comme ça. Je sais pas. Je suis confus. On se termine avec la reco du jour et demain, on a un programme là, les amis, c'est lunaire, on a que des matchs ultimes. Si je devais vous conseiller une rencontre, peut-être, ce serait le Medvedev de Minor. Je sens que ça va courir dans tous les sens, cette histoire. On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des citrons.